chers étudiants, chères étudiantes, le cours d'aujourd'hui est la suite du chapitre 2 traitant les anneaux. On va commencer par le paragraphe idiots de Z. Les idiots de Z sont tous de la forme NZ, où N est un entier naturel. Donc soit I un idéal de Z, si I est différent de 0, soit N le plus petit entier strictement positif appartenant à I. Alors remarquons que Z est inclus dans I, puisque N est un élément de I, soit A appartenant à I, on va montrer que A appartient à NZ. On peut supposer que A est strictement positif. On peut écrire A égale à NQ plus R, où QR sont des éléments de Z, avec R égale à 0, ou bien R strictement compris entre 0 et N. Si R est non nul, on a R égale A moins NQ appartient à I, car A appartient à I et N appartient à I, avec R strictement inférieur à N, ce qui contredit le choix de N. Donc, nécessairement R égale à 0 et A égale à NQ appartenant bien à NC. Il s'ensuit alors que I égale à NC. Opération sur les idiots. À ce sujet, on a une proposition qui dit soit A un anneau. Si IN est une famille d'idiots à gauche, respectivement à droite, bilatère de A, alors l'intersection pour N parcourant l'ensemble des indices qui est lambda de IN est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de A. Deuxième point, si I et J sont deux idiots à gauche, respectivement à droite, bilatère de A, alors I plus J qui est égal à la somme des éléments X plus Y, où X parcourt I et Y parcourt J, est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de A. Troisième propriété, si A est un anneau commutatif, si I et J sont deux idiots de A, on note IJ, le produit IJ, comme étant l'ensemble des sommes de la forme x1, y1, etc., xn, yn, où xi appartient à i, yi appartient à j, i compris entre 1 et n, et n supérieur à la 1. Cet ensemble ij est un idéal de A, on le vérifie facilement, et on vérifie aussi que ij est inclus dans i inter j. On a aussi une proposition qui dit des choses concernant un certain type d'idiot. Soit A, un homomorphisme d'anneau de A dans B. Si J est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de B, alors F moins Z de J est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de B. Deuxième point, ker de F, c'est-à-dire le noyau de F, est un idéal bilatère de B. Troisième point, si I est un idéal à gauche, respectivement à droite, bilatère de A, F de I est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de F de A. Je précise bien de F de A. Donc cette proposition, elle est facile à vérifier, comme vous pouvez le faire. Une proposition intéressante aussi, la suivante, soit A un anneau, I un idéal à gauche ou à droite de A, alors on a I égale à A, si seulement si 1 appartenant à I, si seulement si I interpelle de A, et non. Donc cette proposition, cette caractérisation permet de montrer si un idéal est égal à A ou strictement inclus dans. Une autre proposition, soit A et B, deux anneaux. Si I est un idéal à gauche, respectivement à droite, respectivement bilatère de A, et J un idéal à gauche, respectivement à droite, bilatère de B, alors le produit cartésien I 3J est un idéal à gauche, respectivement à droite, bilatère de A 3B. Autrement dit que si on a un idéal de A et un idéal de B, leur produit cartésien est encore un idéal de A 3B. Notre proposition, soit A, B, C des anneaux, F un homomorphisme de A dans B, G un homomorphisme de B dans C, alors on a G rond F est un homomorphisme de A dans C. Deuxième point, ker de F est inclus dans ker de G rond F. Troisième point, im de G rond F est inclus dans im de G. Toute cette proposition aussi est facile à vérifier. Maintenant, on va commencer un paragraphe qui est important, c'est la locution. Alors, on se donne A un anneau et I un idéal bilatère de A. I, une de plus, est un sous-groupe distingué du groupe abélien A+. L'ensemble quotient est noté A sur I, qui est égal à la classe, à l'ensemble des classes modulo X, c'est-à-dire X plus I ou X appartenant à A. X plus I, on peut aussi le noter X bar,
et c'est la classe de x modulo i. On définit pour x bar, y bar appartenant A sur i, la somme par x bar plus y bar égale à x plus y, le tout bar. Cette loi est bien définie et confère à A sur i une structure de groupe abélien. De plus, l'application pi qui va de A sur i définie par pi de x égale à x bar est un homomorphisme de groupe abélien surjectif de noyau ker de pi égale à i. Pi, c'est ce qu'on appelle la surjection canonique de A sur i. Sur A sur i, on peut définir aussi une multiplication en posant x bar y bar égale à x y bar. Cette loi est bien définie. On va dire pourquoi. En effet, si x bar égale x prime bar, y égale y prime bar, on peut montrer que x y bar égale à x prime y prime bar. En effet, x bar égale x prime bar implique x moins x prime appartenant en multipliant par y à droite, on a x moins x prime le tout fois y, c'est un élément de i, car i est un linéaire à droite. Donc, xy bar égale à x prime y bar. De même, y bar étant égal à y prime bar, alors y moins y prime appartenant à i, et par conséquent, x prime fois y moins y prime est aussi un élément de i, car i est un linéaire à gauche. Donc finalement, on a montré que x prime y bar égale à x prime y prime bar. Donc on a montré que x prime y bar égale à x prime y prime bar, d'où xy bar égale à x prime y prime bar. On vérifie facilement que l'ensemble quotient A sur i muni de plus et de cette multiplication est un anneau d'éléments neutres de la classe de 1 appelé l'allocation de A par l'idéal bilatère i. De plus, l'application pi qui va de A sur i, définie par pi de x égale à la classe de x, est un homomorphisme d'anneau surjectif de noyau i. Proposition, nz est un idéal bilatère de z. On peut donc considérer l'allocation de z par zn. L'allocation z sur zn est un anneau commutatif fini de cardinal n si n est strictement positif. Alors on remarque tout de suite que si n égale à 0, 0 de z c'est 0, et z quotienté par l'idéal nul, c'est l'anneau z qui est infini. Si n égale à 1, 1 de z égale à z, et z quotienté par z est congru et isomorphe à l'anneau nul. Donc pour n égale à 0, c'est z quotienté par 0, c'est isomorphe à z qui est infini. Si n égale à 1, 1z égale à z, et z quotienté par z, c'est l'anneau nul. Maintenant, soit n supérieur ou égal à 2. On va montrer que la proposition qui dit que z sur z est finie de cardinal n. Soit n supérieur ou égal à 2. Je considère l'ensemble i, je dis bien ensemble, qui est l'ensemble formé des éléments 0, 1 jusqu'à n-1. Et je considère la restriction de pi à i qui va de i dans z sur nz de la surjection canonique pi de z dans z sur nz. Cette restriction est injective. Alors, je prends x1 et x2, deux éléments de i, tels que x1 différent de x2. Supposons que pi de x1 égale à pi de x2. On peut supposer que x1 est strictement supérieur à x2. Donc, x1 moins x2 est un élément de i. On a alors i strictement inférieur à x1 moins x2, inférieur ou égal à x1, inférieur ou égal à n-1. Or, pi de x1 moins x2 est égal à 0. Donc, x1 moins x2 est un élément de nz. Donc, x1 moins x2 égale à 0, nécessairement. Donc, x1 égale à x2, ce qui contredit le choix. Donc, finalement, la restriction de pi à i est injective. Montrons maintenant que cette restriction est aussi surjective. Soit m bar un élément de z sur nz. On peut écrire m égale qn plus r. Ça, c'est la division euclidienne valable dans z, où r est compris entre 0 et strictement inférieur à i. Donc, r est un élément de i. On a pi de r égale à m bar, ce qui montre que pi restreint à i est surjectif. En conclusion, pi restreint à i est bijectif, et donc cardinal de z sur nz égale à cardinal de i qui est n. Paragraphe suivant, premier théorème d'isomorphisme. Ce théorème est très important parce qu'il permet souvent de montrer que deux structures d'anneaux sont isomorphes. Soit f
anamorphisme d'anneau de A dans B. Ker de F est un idéal bilatère de A, on le sait, et surtout que A coscienté par Ker de F est isomorphe à in de F. Alors, démonstration, il s'agit de montrer que A coscienté par Ker de F est isomorphe à in de F, c'est-à-dire qu'il existe anamorphisme bijectif de A sur Ker de F sur in de F. Alors, pour cela, je considère l'application F bar qui va de A sur Ker de F dans in de F définie par F bar x bar égale à f de x. Cette application est bien définie. Autrement dit, si x bar égale à x prime bar, on a x moins x prime appartient à Ker de f, et donc f de x moins x prime égale à 0. Ce qui prouve que f de x égale à f prime de x. Donc, l'application est bien définie. F bar est un anamorphisme d'anneau surjectif par construction et injectif du fait que si f bar x bar égale à 0, alors f de x est égal à 0, c'est 0 de P1. Et donc, x appartient à la Ker de f, ce qui donne x bar égale 0 bar. En conclusion, on peut dire que A sur Ker de f est isomorphe à in de f. Caractéristique d'un anneau. La caractéristique d'un anneau est un invariant de l'anneau qui est très important. Il permet de donner beaucoup d'informations sur l'anneau. Alors je considère A un anneau. Et je considère l'application phi qui va de Z dans A définie par phi de M égale à M à 1. Pour M appartenant à Z. On a déjà défini cette application. Alors on montre facilement que phi est un anamorphisme d'anneau. Donc Ker de phi est un idéal de Z. Donc il existe K appartenant à N unique tel que Ker de phi égale à KZ. L'entier naturel K, c'est ce qu'on appelle la caractéristique de l'anneau 1. Et on le note caractéristique de 1. Alors deux cas se présentent. Le premier cas, c'est K égale à 0. Donc Ker de phi, il est bien nul, et donc phi est injectif. On a alors, quel que soit M non nul, M fois 1 de A est non nul. Z est alors isomorphe au sous-anneau in de phi, qui est égal à l'ensemble des éléments M fois 1 de A pour M parcourant Z. Donc, Z est un sous-anneau de A qui est isomorphe à in de phi, qui est l'ensemble des éléments de la forme M fois 1 de A pour M parcourant Z. On peut considérer Z comme un sous-anneau de A en identifiant M appartenant à Z avec son image qui est M fois 1 de A. Le deuxième cas strictement positif. K est alors le plus petit entier M strictement positif tel que M de 1 de A égale à 0. Remarquons que si K égale à 1, alors 1 fois 1 de A égale à 1 de A égale à 0, et par suite A est un élément nul. Donc c'est la caractéristique. Et 1, nécessairement, le corps est nul, l'anneau est nul. D'après le premier théorème isomorphisme, Z sur KZ est isomorphe au sous-anneau in de phi qui est égal à M de A1 fois, ou M parcours Z. On peut considérer Z sur KZ comme sous-anneau de A en identifiant M bar avec M, avec le produit M fois 1 de A. Théorème. Ce théorème, il est important parce qu'il donne des informations sur la caractéristique pour les anneaux intègres. Alors, soit A un anneau intègre, c'est-à-dire conjugatif, où il n'y a pas de diviseur de 0. Alors, la caractéristique de A est soit nulle, soit un nom premier. Alors, la démonstration, je prends A un anneau intègre. Et je suppose que la caractéristique de A est égale à petit k est non nul. Je vais montrer que k est nécessairement premier. Alors, je vais dire Z sur kz, qui est isomorphe un sous-anneau de A, est intègre, puisque k est intègre. Montrant alors que k est un nombre premier. Sinon, il existe PQ entier tel que PQ strictement compris entre 1 et k, tel que k égale à PQ. Par passage de quotient, on aura la classe de 0 égale à la classe de k égale à la classe de P fois classe de Q, avec classe de P non nulle et classe de Q non nulle. Ce qui contredit le fait que Z sur kz est intègre. Ce qui montre le théorème. Idiot d'un anneau quotient. Alors, soit A un anneau, I un idéal bilatère de I la surjection canonique de A sur A sur I. Si J est un idéal bilatère de A, Pi de J est un idéal bilatère de A sur J. Parce que Pi, justement, est surjectif. Remarquons que Pi de J, c'est la somme et plus J quotienté par I.
Si qui est un idéal bilatère de A sur I, pi moins 1 de K est aussi un idéal bilatère de A qui contient I. Alors, on a le théorème suivant. Soit A en I, un idéal bilatère de A. Alors, premièrement, si J est un idéal bilatère de A contenant I, J sur I est un idéal bilatère de A sur I, et A sur I quotienté par l'idéal J sur I est isomorphe à l'anneau A sur J. Deuxième point, si K est un idéal bilatère de A sur I, il existe un idéal bilatère unique J contenant I tel que K égale à J sur I. Alors ce théorème, il caractérise les idiots de l'allocation A sur I en fonction des idiots de A. C'est ça l'objet de ce théorème. Alors la démonstration de ce théorème, premièrement, soit J un idéal bilatère de A contenant I. J sur I est un idéal bilatère de A sur I. Pour la simple raison que J sur I, c'est pi de J. Considérons l'application phi qui va de A sur I sur A de J, définie par phi de x plus I égale à x plus J. Cette application est bien définie. En effet, si x plus I égale à x' plus I, alors x moins x' appartient à I, donc il appartient aussi à J, et par conséquent, la classe de x modulo J est égale à la classe de x' modulo J. Aussi, phi est un homomorphisme d'un nom surjectif, de noyau G sur I. D'après le théorème, le premier théorème de isomorphisme, on peut leur dire que A sur I, quotienté par G sur I, est isomorphe à A sur J. Ce qui montre le premier point. Deuxième point, soit K un idéal bilatère de A sur I. J égale à pi moins 1 de K est un idéal bilatère de A qui contient I, on peut le montrer, et tel que K égale à J sur I. On peut le aussi le montrer. C'est un exercice facile. Je vous laisse le soin de le faire. De plus, J est unique en tel. Ça aussi, si vous considérez que K égale à J' sur I, alors nécessairement J égale à J'. Comme application, on va caractériser les idiots de Z sur NZ. Proposition, soit N un entier et D un entier. On a D contient NZ si seulement si D divise N. Et deuxième point, les idiots de Z sur NZ sont tous de la forme dz sur nz où D divise N, et on a Zn quotienté par dz sur nz est isomorphe à Z sur dz. Proposition, soit N appartenant à N, alors l'ensemble des unités de Z sur nz, c'est-à-dire l'ensemble des éléments inversibles modulo N, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'annotation Z sur nz inversible dans Z sur Zn, c'est l'ensemble des classes d'équivalence de K, tel que K remis avec N. Alors la démonstration, je dirais tout simplement que cette équivalence-là, c'est-à-dire cette égalité mentionnée dans la proposition, vient de l'équivalence qui dit que K est premier avec N si seulement si il existe UV appartenant à Z, tel que KU plus NV égale à 1. C'est la fameuse identité, c'est la fameuse relation de U. Soit N, une autre proposition pour terminer, soit N appartenant à grand N, non nul, Z sur N, Z est intègre si seulement si N est premier. Supposons que N est premier. Soit P, classe de P classe de Q, tel que classe de P fois classe de Q égale à classe de 0. Donc, la classe de PQ égale à 0, et par conséquent, N divise PQ. Comme N est premier, N divise P ou N divise Q. Vous connaissez cette propriété pour les nombres premiers dans Z. Donc, classe de P égale à 0 ou classe de Q égale à 0. Et ainsi, Z sur NZ est intègre. Réciproquement, supposons que Z sur NZ est intègre. Si N n'est pas premier, il existera P et Q tel que N égale PQ, avec P strictement compris entre 1 et N, et Q strictement compris entre 1 et N. Donc, classe de P fois classe de Q égale à 0, donc on a classe de P égale classe de Q égale à 0, avec classe de P non nulle et classe de Q non nulle. Ce qui contredit le fait que Z sur NZ est intègre. En fin de compte, on donnera un corollaire qui dit la chose suivante, soit N appartenant à N, Z sur NZ est un corps commutatif si seulement si N est premier. Là vient le fait que Z sur NZ est un corps, donc il est intègre, donc N est premier. La réciproque, si N est premier, Z sur NZ est intègre, et Z sur NZ, ça sera un anneau commutatif fini, intègre, donc c'est intègre. Et merci.